Pour commencer, je vais apporter quelques éléments de contexte avant de laisser la parole à nos invités. Je vais rien vous apprendre quand je vais vous dire qu'aujourd'hui, l'agriculture française est en crise et fait face à de multiples défis. Et nous, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ces défis en fait, qui concernent plus particulièrement les agriculteurs et surtout leur métier et le devenir de leur métier. Le premier défi aujourd'hui, c'est le renouvellement des actifs, comme on dit dans l'agriculture. La moitié des agriculteurs, c'est-à-dire 1 sur 2, sera parti à la retraite d'ici 10 ans. Et 1/3 des agriculteurs de plus de 60 ans n'a pas encore trouvé de repreneur pour sa ferme. On a un fort enjeu à renouveler la génération agricole. Et les dispositifs de soutien à l'installation qui sont actifs aujourd'hui n'ont pas encore pu enrayer cette chute du nombre de fermes d'une part et d'agriculteurs d'autre part. En 2020, 2 nouveaux agriculteurs, 2 candidats sur 3 n'avaient pas accès aux aides à l'installation en plus. Le deuxième défi, c'est celui de l'arrivée en nombre croissant de candidats à l'installation non issus du milieu agricole. On les appelle les NIMA, non issus du milieu agricole, les hors cadres familiaux. Ce sont des personnes en reconversion professionnelle ayant des parcours et des aspirations très divers, mais qui sont mal appréhendés par les dispositifs existants. Si, je l'ai dit tout à l'heure, 6 candidats sur 10 n'est pas issu du milieu agricole. Donc c'est une majorité aujourd'hui des porteurs de projets en agriculture qui sont en reconversion professionnelle. Ces profils pluriels, ils sont porteurs de nouveaux modèles d'agriculture, alors tant sur les pratiques, les types de production, on parle d'agroécologie, de fermes, de micro-fermes, de fermes de petite taille, peu mécanisées et souvent diversifiées, et sur la définition de leur entreprise agricole, circuits courts principalement, et des installations en collectif qui se développent énormément. Le troisième défi qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui de la transition agroécologique, puisque le secteur agricole en France est le 2e poste d'émissions de gaz à effet de serre. Donc j'en parlais tout à l'heure, chez Coaction, on a développé un établissement agricole pour accompagner des porteurs de projets, donc dans le domaine de l'agriculture, principalement du maraîchage, mais pas exclusivement. Ces porteurs de projets, vous en avez 2 sur le marché. Ils sont tous issus de reconversion professionnelle. Ceux qui sont ici, pour l'un était ingénieur et enseignant d'université, l'autre faisait de l'aménagement. Et quand ils sont venus chez Coaction, ils ont fait le choix de l'entreprise collective. Ils ne souhaitaient pas s'installer seuls et sans accompagnement. Donc ils avaient besoin d'un soutien personnalisé. Et ils ont fait le choix aussi de la sécurité qui est apportée par l'installation progressive que l'on permet grâce aux tests et via un contrat qui s'appelle le contrat CAP, le contrat d'appui au projet d'entreprise, et qui permet à ces porteurs de projets, qui leur donne 3 ans en fait pour tester leur projet agricole, tester aussi savoir s'ils sont faits pour ce métier, si ça leur convient, s'ils ont suffisamment de temps, et tester les pratiques qu'ils veulent développer. Et comme je le disais, nos porteurs de projets aujourd'hui n'ont pas accès aux aides agricoles traditionnelles. Alors, on est cette année dans le cadre de la réévaluation de la loi d'orientation agricole, et ça n'arrive pas tous les ans, donc c'est une opportunité pour nous pour porter au niveau national les sujets qui nous occupent, comme celui-ci, celui de l'accès aux aides agricoles aux porteurs de projets en reconversion professionnelle, et au faire valoir en fait de leurs pratiques qui sont des pratiques pour la plupart agroécologiques, certifiées en agriculture biologique, des pratiques vertueuses, ces statuts qui ne sont pas reconnus ni par la profession ni par l'administration,
Alors, un premier pas a été fait cette année puisque, par décret, le statut de SCOP, de société de SCOP et de SIC, donc qui sont des coopératives, mais non pas des coopératives agricoles. Donc, ce statut-là, ainsi que celui de CAE, a été reconnu dans la définition d'agriculteur actif. Donc ça, c'est du jargon, mais ce que ça signifie, c'est que ces nouveaux modèles commencent à être reconnus par l'administration et que ça ouvre des portes vers, on espère dans un futur proche, l'accès à des aides agricoles dont ces porteurs de projets sont coupés aujourd'hui. Avec le collectif Nourrir, qui regroupe donc la Fédération nationale des ADR, la FNAB, Terre de Liens, la Fédération des CIVAM, Reneta, qui est le réseau des espaces tests agricoles, le réseau Impact, le collectif Sol et la Fédération des AMAP. Donc tout ce collectif estime que pour réussir la transition agroécologique et relocaliser notre production alimentaire, revitaliser les campagnes, nous avons besoin d'ici 2050 d'1 million de paysans. Donc pour vaste programme. Donc pour démarrer les échanges, voilà, je vais laisser la parole à Marc Dufumier. Vous êtes agronome et hier soir, quand on s'est retrouvés, vous vous présentiez comme agronome has-been. Alors ici, le propriétaire est fan de brocante, donc bon, ben, j'espère que vous vous sentirez à votre aise. En tout cas, nous, on a envie de refaire vivre voilà, les antiquités parce qu'on pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre d'elles. Donc, je voulais vous... Donc, Marc, on a pu un peu échanger hier soir et ce matin. Et donc, au départ, c'est quand même... une discipline scientifique, l'agronomie, et donc j'ai envie de vous demander, aujourd'hui, est-ce que véritablement c'est une discipline dans laquelle on peut croire pour le devenir du métier, ou c'est encore un truc de beatnik? Très bien, alors effectivement, l'agriculture française est en crise, hein, ça a été dit. L'idée serait quand même d'amorcer une transition agroécologique, de promouvoir des formes d'agriculture qui relèvent de l'agroécologie, et je définirais volontiers l'agroécologie en ce qui me concerne comme une source d'inspiration, non pas une pratique qui serait opposable à l'agriculture biologique, à l'agriculture de conservation, à la permaculture, à l'agroforesterie, etc., mais une source d'inspiration. Et toutes ces formes d'agriculture que je viens de citer pourraient être jugées, est-ce qu'elles relèvent plus ou moins de l'agroécologie, et je voudrais vraiment vous présenter l'agroécologie, une source d'inspiration qui a des fondements scientifiques, la discipline des agroécologues, ceux qui essaient de nous rendre intelligibles, à nous tous, le fonctionnement et la complexité de ces écosystèmes qui ont été aménagés, réaménagés par les agriculteurs, des écosystèmes qui ne sont plus complètement naturels, qui ont été aménagés pour favoriser la croissance des plantes et des animaux domestiques, souvent pour favoriser la croissance et le développement de ces êtres domestiques, on les a, ces écosystèmes, un peu simplifiés, et trop souvent, on les a fragilisés, et du coup l'agriculture ne s'avère pas durable dans le sens durée. Alors moi, ce que je vous proposerais volontiers, c'est qu'on essaie de promouvoir de nouvelles formes d'agriculture qui assurent une alimentation saine, sans perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes, sans antibiotiques dans la viande, sans dioxines dans les œufs, une agriculture durable dans le sens durée, pérennité, c'est-à-dire sans préjudice pour les générations d'après, qu'il y ait encore de l'humus dans les sols, qu'il n'y ait pas d'érosion des sols, pas de salinisation, qu'il y ait encore une biodiversité, qu'il y ait encore des pollinisateurs. Enfin, je veux dire, il faut penser aux générations ultérieures, même s'il y a des urgences auxquelles il faut répondre aujourd'hui, il ne faut pas oublier les générations suivantes. Je vous suggérerais, puisque ça a été évoqué, le dérèglement climatique, le réchauffement climatique, que cette forme d'agriculture soit capable de s'adapter
à ce dérèglement climatique avec une distribution de l'eau de plus en plus chaotique et aléatoire. Et il va falloir en faire le meilleur usage et puisse éventuellement contribuer à atténuer ce réchauffement climatique, séquestrer du carbone dans les sols, moins émettre de gaz carbonique, moins émettre de méthane, moins émettre de protoxyde d'azote, ce gaz qui est épandu qui est émis quand on épand des engrais azotés de synthèse, qui est très réchauffant, 298 fois plus réchauffant que le gaz carbonique. On le mentionne trop peu, mais il va falloir vraiment être très prudent, afin qu'on puisse vraiment faire une agriculture au service de l'intérêt général. Voilà, moi je vous suggère nourrir correctement, durablement l'humanité tout entière. Vous êtes d'accord? Ben alors allons-y. Je ne vais pas prôner une agriculture extensive qui va exiger toujours de plus grandes extensions. C'est pas grave, on va drainer ce qui reste du marais breton, on va déforester la forêt amazonienne pour que nos cochons aient assez à du soja. Non, ça alors là, moi, si l'agriculture extensive, c'est toujours plus d'extension, et on va commencer à détruire les quelques réserves naturelles qui nous restent, je suis très hostile à cette idée. Je vais plaider pour une agriculture intensive à l'hectare. Je vois que vous avez peur. De quoi va-t-il nous parler? Alors vous savez que dans l'alimentation, on a besoin d'énergie, de calories, les 2200 kilocalories, sinon on a faim. Et il nous faut trouver tous les jours cette énergie alimentaire pour la dépenser ensuite au travail, dans les loisirs, les battements de cœur et ce genre de choses. Et d'où nous vient cette énergie alimentaire? On m'a raconté que ça venait du soleil. Et on m'a raconté qu'il n'y avait pas de pénurie de rayons solaires avant des milliards d'années. Donc je vous suggère qu'on en fasse un usage intensif à l'hectare. Cette ressource gratuite, alors par contre l'accès au terrain n'est pas gratuit, ça va être le débat. Mais on va faire l'usage intensif de ces rayons du soleil. Je ne veux plus voir un seul rayon du soleil tomber à terre. Je veux que tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles vertes, capables d'intercepter l'énergie solaire et de la transformer en énergie alimentaire. Les scientifiques, les agroécologues, ils appellent ça photosynthèse. Du coup, association de culture. Entre les rangées de blé, je connais des agriculteurs, ils mettent déjà des lentillons, ils mettent des lupins, ils associent. Alors évidemment, je ne vous raconte pas ceux qui font de la permaculture dans la même butte. Alors là, vous avez 10 plantes différentes, il n'y a pas un seul rayon du soleil qui tombe à terre. On verra que la permaculture exige beaucoup de travail. Mais oui, il y a des formes d'agriculture qui associent plusieurs végétaux, les uns à port érigé, les autres volubiles, le haricot qui monte sur le maïs, d'autres rampantes. Dans certains pays, c'est la pastèque. Chez nous, j'avoue que l'agriculteur qui mettait des lentilles entre ses rangées de blé et qui met un concombre en travers de la moissonneuse batteuse, ça ne fait pas très sérieux. Donc ça se prête peu à une agriculture hautement mécanisée, hautement motorisée, j'en conviens. Mais oui, en France, il est parfaitement possible de pratiquer des associations de culture, des prairies permanentes qui associent du raigrade et légumineuses. Enfin, je veux dire, une couverture végétale la plus totale et la plus permanente possible, ça existe. Alors le vrai problème, c'est la gestion de l'eau. Parce que cette énergie dont je vous parle, les hydrates de carbone, les glucides, les lipides, l'amidon, c'est des molécules carbonées. Où la plante trouve-t-elle le carbone? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Et je vous pose la question, y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère? Non, il y a pléthore. Je vous suggère qu'on fasse un usage intensif à l'hectare de ce gaz carbonique. La plante va intercepter le gaz carbonique, le casser en deux, libérer l'oxygène, ça n'a jamais fait de mal à nos poumons. Et avec ce carbone, fabriquer des glucides, fabriquer des lipides, fabriquer de l'amidon, et même peut-être de la paille, des racines qui après récolte vont se décomposer, fabriquer de l'humus et séquestrer du carbone dans l'humus des sols. Alors je suis pour l'agriculture intensive. Écologiquement intensive ou intensément écologique, comme vous voulez. Mais la vraie difficulté, et ça vous êtes au courant, c'est la gestion de l'eau. Parce que pour que le gaz carbonique rentre dans la plante, il faut que la plante transpire. Parce que le gaz carbonique rentre dans la plante par les petits trous par lesquels la plante transpire. Et vous savez que la plante, quand elle manque d'eau à boire dans le sol, pour ne pas se déshydrater, pour ne pas se dessécher, momentanément, elle arrête de transpirer. Et du coup, le gaz carbonique ne peut pas rentrer dans la plante et l'oxygène est libéré. Elle résiste au stress hydrique, mais la photosynthèse est arrêtée. Donc vous voyez bien, on va tout de suite dans le nord de la Grande Aquitaine, le maïs, là, en monoculture. L'hiver, le sol est à nu, les rayons du soleil tombent à terre, je trouve pas ça génial. Avril-mai, on a semé du maïs, il y a encore des rayons du soleil qui tombent entre les rangées de maïs, je trouve pas ça génial. Et au mois d'août, quand ça y est, le maïs recouvre la presque totalité du sol, je suis content. Ben, c'est dommage, il pleut pas au mois d'août, il n'y a pas assez d'eau à boire.
et le maïs cesse de transpirer. Les rayons du soleil qui tombent sur la feuille de maïs, ça ne sert à rien, parce qu'il n'y a plus de réserve en eau dans le sol. Vous l'avez compris, il va falloir qu'on fasse l'usage le plus intensif possible à l'hectare de la seule eau qui nous est donnée gratuitement, cette eau de pluie qui nous est offerte, mais de façon chaotique, et de plus en plus chaotique, ça nous avait été prédit. Et du coup, ce n'est pas le pompage dans une nappe phréatique, ce n'est pas le pompage dans une rivière coûteuse en carburant, qui va peut-être s'évaporer pour une large part, c'est pas ça l'agriculture moderne de demain, c'est celle qui empêchera l'eau de ruisseler, couverture végétale, on va remettre des haies, j'ai du succès dans le bassin parisien, la couverture végétale, le petit filet d'eau n'arrive même pas à prendre de la vitesse, du volume, il va s'infiltrer le petit filet d'eau, parce qu'il est empêché dans le ruissellement. Toute l'eau de pluie, s'il vous plaît, doit s'infiltrer dans les sols, être mis en réserve, le surplus ira rejoindre la nappe phréatique qui va être rechargée, et si surplus il y a, progressivement ça ira vers la mer. Mais je veux que le maximum d'eau soit emmagasinée dans les sols pour être disponible pour les cultures, pour que même au mois d'août, quand il ne pleut pas, la plante continue de transpirer et fabriquer la photosynthèse, fabriquer les calories alimentaires. Donc on va empêcher l'eau de ruisser et on veut qu'elle s'infiltre. Alors moi, on m'a enseigné le labour. Il faut que le sol soit poreux. Donc le labour, on crée de la macroporosité. Et maintenant, j'enseigne le zéro labour, les techniques culturales simplifiées, le minimum du travail du sol. Parce que je sais que le travail du sol, quand on aère trop un sol, le fameux carbone de l'humus dont je parlais tout à l'heure, celui du gaz carbonique qui était dans la paille, dans la racine, qui s'est décomposé, qui a fabriqué de l'humus, si vous le aérez, si vous l'oxydez, il retourne à l'état de gaz carbonique. Alors du coup, travail minimum du sol, et ça, on veut quand même que le sol soit poreux. Ben, on va faire confiance au ver de terre. Vous savez que le labour, ça ne fait pas du bien au ver de terre. Parce que quand il est la nuit à la surface du sol, il digère, il mange les matières organiques, le jour apparaît, il va dans la couche arable. Mais si vous labourez et que vous le remettez au soleil, alors là vous détruisez les vers de terre. Or, c'est les vers de terre avec leurs galeries qui vont nous rendre le sol poreux. Oui, c'est la biologie des sols qui va nous rendre le sol poreux et faire que l'eau de pluie, qui en a empêché de s'infiltrer, va s'infiltrer dans les sols et être emmagasinée dans les sols. Oui, on n'est pas sans solution. C'est la biologie des sols. Vous voyez déjà qu'on va s'interdire un grand nombre de pesticides. Parce que là, la biologie des sols, il faut la sauvegarder. Attention, l'agroécologie, c'est exigeant. Et alors maintenant, l'eau s'est infiltrée, on veut la retenir au niveau des racines. Mais on l'a déjà dit, c'est l'humus. L'humus des sols, c'est 50% de carbone, ceux de la paille et des racines, c'est 5-6% d'azote. C'est-à-dire que le monsieur qui avait mis des lentilles entre ses rangées de blé, il m'explique à juste titre que quand ça va se décomposer, il y a le carbone du blé, il y a l'azote du lentillon, qui est une légumineuse, qui, dans les racines, sont riches en azote, riches en protéines, et le bon dosage carbone-azote, ça fabrique de l'humus sans même qu'on ait à mettre du fumier. Et pourtant, je suis un ardent défenseur du fumier. Remettre les animaux sur la paille, que l'azote de l'urine rejoigne le carbone de la paille, fumier, c'est pas du lisier, ça fertilisera pas les algues vertes, ça reviendra fabriquer de l'humus, et l'humus va retenir l'eau à hauteur des racines. On a besoin de protéines dans notre alimentation, et du coup, on rallonge la durée de la photosynthèse, parce qu'on a rallongé la durée de la transpiration. On a besoin de protéines, et je vous ai déjà dit, les protéines, c'est un ingrédient qu'on a un besoin tous les jours, hein, c'est les constituants de tous les tissus du corps humain, la peau, les cheveux, les ongles, etc., le sang. Et il faut renouveler ça tous les jours parce que ça s'use et ça part dans nos urines. Et du coup, tous les jours, il faut ingurgiter des protéines. Ce sont des molécules azotées. C'est des hydrates de carbone sur lesquels on rajoute de l'azote. D'où vient l'azote pour fabriquer nos protéines? L'azote de l'air, 79% dans l'azote. Dans l'air que vous respirez, vous et moi, 79% d'azote, pas de pénurie avant des siècles. On va faire un usage intensif à l'hectare de l'azote de l'air qui nous est offert gratuitement. Sauf que fabriquer une protéine, rajouter de l'azote sur un hydrate de carbone, c'est coûteux en énergie. Alors vous avez les gens, ils vont dire, bah, c'est pas grave, pour avoir un blé riche en protéines, on apporte un engrais azoté de synthèse, fabriqué avec du gaz naturel russe. Russe pour vous faire peur. Énergie fossile. Ça fait des décennies qu'on dit qu'il ne fallait pas être dépendant de l'énergie fossile. Aujourd'hui, on découvre que de plus, c'est du gaz naturel russe ou norvégien. Mais on arrête ce cirque, c'est désuet. Ça, c'est l'agriculture désuète. Non, non, il y a d'autres solutions. Dans nos territoires, on peut mettre des plantes de l'ordre des légumineuses, vous appellerez ça luzerne, trèfle, sainfoin, lotier, veste pour nourrir des ruminants, des herbivores, des chevaux et autres. Vous appellerez ça des lupins, de la févrole, du pois fourragé pour nourrir des cochons, des volailles et autres. Et puis nous, moins de cancer du côlon, plantes riches en fibres, les légumes secs, les lentilles, les pois chiches, les fèves, les haricots, les petits pois. Enfin, on ne manque pas
en Europe et en France de plantes de l'ordre des légumineuses qui nous permettraient de nous fournir en protéines sans qu'on soit contraint d'importer du soja en provenance du Brésil, de l'Argentine ou des États-Unis, soja transgénique de surcroît. Moi, je vous suggère, puisqu'on est dépendant pour les 2/3 en France de l'importation de soja et tourteaux de soja transgéniques en provenance des Amériques, que sur les territoires français, nous produisons des légumineuses françaises pour nourrir des animaux français, pour nourrir des humains français, en faisant l'usage intensif de l'azote français. Voilà. Plus franchouillard que Zemmour, Marc Dufumier. Ne répétez pas ça à la presse, s'il vous plaît. Sauf que, quand je suis au Brésil, les Brésiliens me le disent, mais monsieur Dufumier, nous, Brésiliens, on n'est pas fiers de produire du soja pour nourrir vos cochons, vos volailles, vos ruminants, monsieur Dufumier. Nous, on souhaiterait que le soja brésilien nourrissent des Brésiliens. Parce que vous savez qu'au Brésil, les gens qui désherbaient, qui ont été remplacés par du désherbant, le glyphosate, eux, aujourd'hui, sont dans les bidonvilles. Ils n'ont pas de pouvoir d'achat. Et quand il s'agit d'acheter du soja, quand il s'agit d'acheter des légumes secs, quand il s'agit d'avoir leur ration en protéines végétales, eh ben, ils n'ont pas le pouvoir d'achat parce que nos cochons sont plus riches. Je suis désolé, nos cochons qui importent, qui mangent les sojas brésiliens sont plus riches que les pauvres Brésiliens. Excusez-moi, il paraît que le langage correct, c'est de dire que nos cochons, les usines d'aliments du bétail françaises, sont plus solvables que des Brésiliens au chômage. Mais c'est les écarts de revenus à l'échelle mondiale qu'il nous faut remettre en cause, vous l'avez compris, et ne pas détruire les emplois, ni au Brésil, ni chez nous. Ça va être la question décisive du débat de tout à l'heure. Voilà, mais les protéines, on sait, et il y a moins d'émissions de protoxyde d'azote, on sait fabriquer des protéines. On a besoin d'éléments minéraux, et c'est vrai que plus on en prend dans le sol, plus il faut envisager d'en remettre. Et en remettre, il y a les engrais de synthèse. Alors le calcium, il n'y a pas de pénurie de calcium. Mais pour le phosphore, je vous le dis tout de suite, très grave inquiétude. On nous dit que d'ici 3-4 décennies, les mines de phosphate, le coût d'exploration et d'exploitation de nouvelles mines de phosphate va devenir hyper coûteux. Ça a vie bien avant l'énergie fossile. Donc là, il nous faut être très prudent, ne pas gaspiller. Donc les urines, tout ça, ça ne fertilise plus des algues vertes. Il faut récupérer ça et on le remet. Et il faut trouver le phosphore ailleurs. Où ? Et bien, quand la roche-mère, le granit, le grès, le schiste en sous-sol est altéré, libère des éléments minéraux. C'est pas accessible à une racine de blé ni de maïs, mais ça peut être accessible à une racine d'arbre. C'est que ces racines profondes, l'arbre va aller intercepter le contact avec la roche, ça va remonter avec la sève, ça va dans la feuille remonte, tombe à terre, et voilà que le pommier fertilise la prairie. Voilà que la haie fertilise le champ cultivé. Oui, les arbres peuvent jouer un rôle fertilisant. Alors ça peut jouer le rôle de brisant, ça peut empêcher la circulation de l'eau. On verra aussi que ça peut héberger des insectes auxiliaires, les pollinisateurs, les ravageurs des pucerons, les coccinelles, etc. Enfin, oui, les arbres vont nous jouer un rôle très utile, mais en plus, si vous avez des champignons apparentés à la truffe, vous savez, le champignon mycorhizien, qui s'incruste dans la racine de l'arbre, qui se nourrit de l'énergie photosynthétisée par l'arbre, développe un mycélium extrêmement fin, qui va se coincer dans les argiles, débusquer le phosphore coincé dans les argiles, le solubiliser et le restituer à la plante. 80% des plantes cultivées et la quasi-totalité des arbres. Oui, nous parvenons à fertiliser nos plantes encore pour beaucoup de générations avec tous ces éléments minéraux qui étaient dans la roche-mère, qui sont aujourd'hui coincés dans les argiles, que la plante ne parvenait pas à débusquer. Mais avec ces champignons mycorhiziens, on y parvient à les débusquer. Et oui, la question des éléments minéraux, en tout cas pour un grand nombre de générations, avant qu'on puisse réduire toutes les roches-mères du Sahara, là où il n'y a pas d'agriculture, réduire ces roches en poudre fine pour fertiliser nos sols par la voie naturelle, par la voie minérale. En tout cas, on ne manque pas de solutions. La réponse est catégorique. Oui, si techniquement, serait-il possible de nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, en correspondant à l'intérêt général, en atténuant nos émissions de gaz carboniques, en séquestrant du carbone dans les sols, en ressuscitant la biodiversité des sols, en ressuscitant les coccinelles pour aller s'attaquer aux pucerons, les carabes qui vont s'attaquer aux limaces, les mésanges bleus qui vont s'attaquer aux papillons de nuit, et du coup il n'y aura pas de pommes avec des petits vers et il n'y aura pas besoin de pesticides. Ah oui, si on veut sauver les champignons mycorhiziens, il ne faut pas mettre de fongicides. Hein. Bon ben voilà. Mais oui, si la question n'était que technique, mais il n'y a pas de problème. La solution est oui. On peut parfaitement nourrir correctement, durablement l'humanité tout entière. Ben d'accord, mais... mais... Alors, si on peut être convaincu par les solutions techniques qui existent, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on n'y soit pas et quels sont les freins, à votre avis,
qui nous empêche aujourd'hui, alors que manifestement la crise climatique est là, manifestement la crise dans le monde agricole et auprès des agriculteurs, vous en parliez ce matin, mais c'est une profession dans laquelle il y a un taux de suicide qui est très élevé. Donc comment ça se fait? Quels sont les freins pour qu'on ne fasse pas le pas de cette transition vers l'agroécologie? Non, j'aime bien cette question, la politesse. Parce que d'habitude, on me dit, mais monsieur Dufumier, si c'est vrai ce que vous racontez, pourquoi on a fait tout le contraire? Et vous ne seriez pas un peu bisounours? Alors, on a fait tout le contraire, c'est vrai. Et je pense que la raison, qui devient le frein, mais on va après essayer de lever le frein, c'est qu'on est dans un monde de compétition où il a été dit à nos agriculteurs que s'ils voulaient conquérir des parts de marché, sur le marché national ou à l'export, ou résister à la concurrence des produits importés, il nous faudrait produire toujours plus massivement au moindre coût monétaire. Donc on va s'inspirer de l'industrie, on va pratiquer une agriculture industrielle, on va remplacer des gens par des machines, ce qu'on a fait, sauf qu'aujourd'hui, c'est quand même clair, on craint le chômage. Quand une ferme disparaît en France, c'est toujours du chômage en plus. Parce que peut-être que la fille, le fils du fermier qui ne reprend pas la ferme des parents, peut-être a trouvé un emploi ailleurs, plus rémunérateur, moins pénible. Mais la ferme qui disparaît, si elle sert à l'agrandissement des voisins, ça ne crée pas d'emploi. Le voisin est tout content. Il peut amortir son matériel, sa moissonneuse-batteuse ou son robot de traite, sur de plus vastes surfaces et avec un plus grand troupeau. Il est content que son voisin ait dépéri et qu'il n'y ait pas de succession. C'est-à-dire que qu'est-ce que vont devenir ces fermes dont on a annoncé la disparition, là, dans les 10 ans qui viennent? Eh bien, ça peut être la course à l'agrandissement. On va robotiser, on va digitaliser, on va droniser, on va... ce genre de choses, mais ça ne crée pas d'emploi. Et je ne vous raconte pas le stress de l'agriculteur qui a 3 robots de traite et qui vend de la poudre de lait et découvre qu'il n'y a plus de marché pour la poudre de lait parce que ce n'est pas un produit de haute valeur ajoutée. Alors là, les suicides dont on parlait tout à l'heure, je ne vous raconte pas. C'est dramatique. Les filières bas de gamme issues de l'agriculture industrielle aujourd'hui, la poudre de lait, les poulets de moins de 40 jours élevés avec du maïs de soja brésilien, comme s'ils pouvaient être concurrents avec des poulets brésiliens, la betterave de Tereos en Picardie, excusez-moi, je vais un peu loin, en concurrence avec la canne brésilienne et la coopérative Tereos Ferme en Picardie, je veux dire, si vous voulez, on peut raconter, même des blés à 90 quintaux, très coûteux en engrais de synthèse, pesticides, fongicides, etc., concurrent avec un blé roumain, celui qu'on exporte vers le Sénégal, qui nous paye trop peu, enfin, qui paye... On fait du tort d'ailleurs vouloir exporter ça. Les Sénégalais pourraient manger du mil et du sorgho, on n'est pas obligé de les concurrencer avec notre blé hautement motomécanisé. Mais c'est clair, toutes nos filières bas de gamme aujourd'hui ne sont pas rentables. Et d'ailleurs, dans l'excédent de notre balance commerciale agricole, vous verrez, c'est les vins, les fromages, les spiritueux, les produits d'appellation d'origine protégée, c'est les produits à haute valeur ajoutée. Un producteur dans petite ferme dans le comté, évidemment, est bien plus aisé aujourd'hui que celui qui a 2, 3 robots de traite en Bretagne et qui livre de la poudre de lait à une usine qui ne fonctionne pas plus de la moitié de sa capacité. Je parle de l'usine de Carhaix. Donc on arrête ça. Et le frein, ça a été cette course à la compétitivité pour produire toujours au moindre coût monétaire, sachant qu'après, les coûts, ils ne sont pas monétaires. Le lait pas cher nous coûte très cher, on paye des impôts pour retirer les algues vertes. Le pain pas cher nous coûte très cher, parce que pour qu'il n'y ait pas d'atrazine dans l'eau du robinet, bah oui, l'eau potable nous coûte très cher. Donc c'est terminé ça. Oubliez, c'est désuet. L'agriculture moderne que nous allons promouvoir demain, ça va être une agriculture qui s'inspire de l'agroécologie scientifique. Et vous l'avez compris, quel est son défaut du coup? Son gros défaut? Et bien on me dit, l'agriculture moderne, elle a été remplacée des gens par des machines, la productivité du travail est très truc, alors que vous, là, votre agriculture qui relève de l'agroécologie, mais vous ne vous rendez pas compte, elle n'est pas industrielle, elle est artisanale, elle est soignée, elle est bichonnée, elle est exigeante en travail. Et je pose la question, promouvoir une agriculture intensive en emploi, excusez-moi, est-ce idiot dans des pays où il y a du chômage? Alors après, vous l'avez compris, on n'arrivera pas à promouvoir cette forme d'agriculture si on ne rend pas ce métier agricole inspiré de l'agroécologie plus attractif. Il faut jouer sur 2 volets. La correcte rémunération du travail, et à partir de maintenant, il va falloir que nos politiques agricoles rémunèrent le travail et non pas subventionnent en proportion des surfaces. Et il faudra aussi que, techniquement parlant, on puisse alléger la pénibilité de ce surtravail en question. Donc c'est alléger la pénibilité et correctement rémunérer le travail pour rendre attractif. Et du coup, tous ces jeunes qui s'installent et qui ne demandent qu'ont des projets d'installation, qui, eux, partent avec très peu de capital, qui savent qu'ils n'ont pas accès du terrain, même quand Terre de Liens leur a permis d'y avoir accès, ce genre de choses,
eh ben, eux sont prêts, effectivement, je suis désolé, sans qu'aucun président de la République soit obligé de leur dire, à travailler plus pour gagner plus, mais en même temps, il faudrait quand même travailler plus, oui, mais il faut quand même alléger la pénibilité, il faut quand même gagner correctement ce surtravail, ce travail qui nous rend un service d'intérêt général, excusez-moi, ça doit être correctement rémunéré, que le produit bio, qui est bon, puisse être correctement rémunéré, parce que l'agriculteur fait confiance à une certification par une tierce partie, et du coup on fait confiance, et pour acheter une alimentation saine, on est prêt à acheter un peu plus cher le produit bio, je comprends. Mais on voit bien que dès que le pouvoir d'achat s'effondre, dès que l'inflation arrive, la demande de produits bio, et même l'idée qu'il y aurait des produits bio accessibles à des bourgeois bohèmes, avec un pouvoir d'achat, et qui rémunèrent correctement le travail paysan, et que pour les couches modestes, on continuerait avec du blé, de la poudre de lait, et que les perturbateurs endocriniens pour les couches modestes, mais excusez-moi, moi je m'insurge. Non, il nous faut que les bons produits issus d'une agriculture inspirée de l'agroécologie soient accessibles aux couches modestes. Je suggère que l'on paye les services environnementaux, quand ils séquestrent du carbone, ils sont correctement rémunérés, quand cessent d'émettre du protoxyde d'azote et nous évitent l'importation de soja transgénique, on les rémunère pour mettre des légumineuses, quand ils nous mettent des infrastructures écologiques capables d'héberger des mélanges bleus qui vont s'attaquer aux papillons de nuit, eh bien écoutez, on les rémunère. Quand les agriculteurs nous rendent un service d'intérêt général, ce n'est pas des gens qui sont aidés, qui auraient besoin d'aide, non, c'est des paysans qui méritent d'être correctement rémunérés, ils nous disent le prix, on les rémunère correctement, des gens droits dans leurs bottes, nous rendant un service d'intérêt général. Voilà, on va mettre fin à ce frein. On va y aller. Donc les solutions existent. Merci Marc de cet exposé qui nous montre vraiment que les solutions sont là, elles existent et il n'y a plus qu'à. Mélanie, alors toi tu es agricultrice, tu fais du maraîchage des céréales dans les Landes à Saint-Pierre-du-Mont à côté de Mont-de-Marsan. Tu es également présidente du MODEF. Et concrètement, pour toi, cette transition écologique, ces défis d'amélioration des conditions de travail, d'amélioration des rémunérations, ça se traduit comment concrètement quand on est sur son exploitation, quand on est sur sa ferme? Bonjour. Ça se traduit concrètement par beaucoup d'efforts pour le moment, par une envie, un peu par la présentation que M. Dufumier vient de faire, d'une envie de croire à une agriculture différente. Et donc, ça veut dire se retrousser les manches dans un premier temps et essayer d'aller au front, d'aller au combat, parce que, vous le savez, l'agriculture en France est complexe et est tenue aussi par des lobbyistes, et donc forcément on se confronte à plus fort que nous, et donc en tant qu'agriculteurs et agricultrices sur nos fermes, quand on a envie de mettre en place un peu ce que vous a présenté Monsieur Dufumier sur l'agroécologie, sur la vision des choses, sur comment nourrir les gens de demain, mais ça veut dire essayer d'innover, essayer de trouver des solutions pour avoir une juste rémunération. Et donc, ça passe par une transition vers l'agroécologie. Et cette transition, elle s'accompagne notamment donc là je prends le volet casquette syndicale, par repenser la manière dont se fait la commercialisation de nos produits. Et donc de redevenir maître de cette commercialisation, afin de créer de la valeur ajoutée au sein de nos exploitations et de ne pas diluer cette valeur ajoutée par le biais d'autres instances ou d'autres institutions. Et donc on est en pleine refonte. Donc pour ma part, sur l'exploitation, on fait des légumes bio, on fait aussi des asperges, on fait aussi du tournesol bio, du soja bio, du seigle bio, du chanvre, et encore une partie du maïs aussi, qui est encore avec ce volet conventionnel, et tout le reste est basculé en bio. Et l'idée, c'est sur l'ensemble de ces nouvelles cultures ou de ces cultures émergentes, de trouver de la rémunération. Et pour cela, par le biais du syndicat, les agriculteurs ont pensé à maîtriser ce qu'on appelle ces nouvelles filières et à créer des nouvelles filières départementales pour que justement il y ait un lien entre l'agroécologie, la transition écologique, mais la rémunération. Et donc se réapproprier les outils de commercialisation et les outils de transformation auprès des agriculteurs. Donc on n'a rien inventé, parce qu'en fait on crée des coopératives,
Et donc la coopérative en soi, ça fait partie des modèles les plus résilients qu'il y a, qu'il existe, parce qu'en soi, c'est les agriculteurs qui sont maîtres, qui sont censés être maîtres et décisionnaires au conseil d'administration des coopératives, sauf qu'on sait tous aujourd'hui qu'elles se sont que leur stratégie d'évolution et M. Dufumier en a parlé aussi, la complexité du monde libéral dans lequel on vit, avec des cours de marché des céréales qui sont au niveau internationaux, ces coopératives ont fait des choix stratégiques qui ne correspondent plus du tout à la réalité des fermes existantes. Et donc, M. Dufumier parle de petites fermes, mais en fait, nous, les fermes, elles sont déjà quand même conséquentes. C'est-à-dire qu'on parle de 80, 100 hectares, 150 hectares qui sont actuellement exploités par des agriculteurs. Et donc, oui, la permaculture a une place là-dedans. Oui, le maraîchage bio a une place là-dedans. Mais en fait, pour nourrir les gens, en France, la base, c'est quand même les pâtes, par exemple, ou le pain. Et donc, il faut des superficies de blé, de seigle. Il faut des superficies aussi pour l'alimentation animale. Hein. On mange quand même encore pas mal de porc et de volailles, notamment dans le sud-ouest. Et donc, il faut des céréales actuellement pour nourrir ces bêtes-là. Et du coup, l'idée, c'est de recréer des outils on a l'habitude de dire aussi qu'en fait, où le président peut se faire engueuler par ses adhérents, quoi. Et donc, des outils à taille humaine, où les agriculteurs qui sont présents dans la COP sont tous autour de la table et décident encore des orientations. Alors, tout ce que je vous dis, c'est en pleine ébullition. Il y en a une coopérative qui est créée qui s'appelle la Cuma Adour Protéol et qui, depuis 12 ans maintenant, ou 14 ans, distribue et presse des graines de tournesol et des graines de colza pour produire de l'huile. Et donc, on vend de l'huile locale à la fois bio et conventionnelle. Et ça, c'est pareil, ça fait partie d'une identité, on va dire, des agriculteurs du groupe, de ne pas écarter le conventionnel derrière. Parce qu'en fait, on s'aperçoit aussi que petit à petit, de mélanger les pratiques agricoles fait petit à petit, voilà, les agriculteurs qui sont en conventionnel changent leurs pratiques, il n'y a pas de jugement entre nous et on tend vers un modèle différent. Et quand Adour Protéol s'est créé il y a une dizaine d'années, forcément il y avait un groupe quand même d'agriculteurs bio qui était moteur, mais en termes de superficie ne représentait que quelques hectares sur cette CUMA. Aujourd'hui ça a basculé, c'est plus de 70% de bio à peu près, de superficie en bio, et le reste c'est du conventionnel, et un paquet d'agriculteurs se sont convertis et tendent vers l'agriculture biologique, pour vous donner un exemple en fait. Et nous, au sein donc de la ferme et de ce qui se passe sur le terrain auprès des autres agriculteurs, on est en train de faire un petit copier-coller de cette structuration de filière huile locale dans les Landes avec notre filière farine. Donc on est en train de créer la première filière farine des Landes, à la fois bio et à la fois conventionnelle, comme je vous le disais, pour pouvoir avoir un objectif de rémunération à la fois pour des bio et à la fois pour des conventionnels. Ça permet aussi de mettre les agriculteurs autour de la table. Pourquoi, par exemple, cette rémunération et cette envie d'une filière à la fois huile et d'une filière farine? Parce que, M. Dufumier l'a rappelé, dans la transition agroécologique, la monoculture de maïs, on sait que ça c'est fini, ou en tout cas, cette agriculture-là tend à vouloir changer, à un changement aussi important, et donc la diversification culturelle est hyper importante au sein de nos exploitations. Sauf qu'en fait, on ne peut pas se satisfaire d'une rémunération sur les marchés mondiaux comme je le disais, et donc le but de valoriser à plusieurs ces cultures-là permet à la fois de répondre au cahier des charges de l'agriculture biologique qui tend à diversifier, qui est une obligation, mais justement permet aux autres agriculteurs de tendre vers une diversité culturelle, et donc petit à petit de les amener à être moins fragilisés, à ne pas mettre les œufs dans le même panier, et donc de passer de la monoculture du maïs à une diversification culturelle qui permet aussi de stabiliser à long terme leurs revenus. Parce qu'il y a cette complexité dans le monde agricole d'avoir une stabilité de revenus, à la fois par les aléas qui sont de plus en plus importants, mais aussi par les fluctuations des cours des marchés qui sont vraiment à ne rien y comprendre. Par exemple, l'année dernière, du tournesol bio ou même du tournesol en conventionnel a frôlé les 1 000 € la tonne, et cette année est redescendu à 300 € la tonne. Donc vous voyez, en termes de visibilité,
en tant qu'agriculteur, comment voulez-vous que nous, on arrive à construire des plans économiques et avoir une vision de l'investissement, avoir une vision de la durabilité, parce que la durabilité des fermes passe obligatoirement par de l'économique. Et donc, cette gestion des filières-là et cette volonté de monter des filières et de se réapproprier tout ça, est en train d'émerger, avec des grosses difficultés quand même. Oui, c'est ça, j'allais te demander sur, est-ce que vous avez, sur la filière huile, du coup, est-ce que vous avez un peu de recul maintenant pour, sur les fermes et les agriculteurs qui sont partie prenante de ce projet? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a des objectifs de rémunération ou alors de, je sais pas, dans le travail, est-ce que donc dans la pénibilité, etc. Est-ce que sur l'augmentation de rémunération, est-ce qu'il y a déjà, est-ce que ça porte ses fruits ou est-ce que c'est un peu trop tôt pour le dire? Alors c'est pas que ce soit trop tôt pour le dire, c'est qu'en fait faire pousser du maïs pour le vendre à une coopérative, c'est hyper facile. Et amener la diversité culturelle, là c'est contraignant parce que ça demande du travail supplémentaire. Ça demande du temps de travail en plus à différentes périodes. Et en soi, le maïs, dans notre région, mais il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de compétences en soi pour arriver à tenir à peu près les rendements. Se pencher vers une autre culture, par exemple du colza, qui est donc pour faire de l'huile, cette culture-là demande des connaissances techniques supplémentaires. Et avec des résultats beaucoup plus incertains que de faire pousser du maïs. Alors maintenant, quand je parle incertain, c'est un peu moins vrai actuellement parce qu'on subit vraiment de plus en plus les aléas climatiques. Mais pendant des décennies, la sécurité, c'était de faire du maïs sans trop d'eau, sans trop forcer, et avec un itinéraire technique qui réussissait aux agriculteurs. Sachant qu'en plus, ça avait quand même du sens. C'est-à-dire que toutes nos coopératives d'il y a 30 ans, notamment dans le département des Landes, ont été créées pour valoriser des filières. C'est-à-dire qu'on faisait pousser du maïs pour faire du poulet label rouge qui était valorisé sur des petites exploitations avec peu de superficie, etc., etc. Donc l'idée même en soi des premières coopératives, il y avait un sens, il y avait vraiment un sens de rémunération. C'est au tournant là, il y a une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années, et là ça s'accentue encore un peu plus. On a une vraie fragmentation entre les exploitations, entre les exploitations de taille moyenne et les plus grosses, une vraie fragmentation dans les modèles agricoles, quoi. Et donc les plus grosses vont s'en sortir parce qu'il y a une rémunération par les capitaux, on en revient toujours à ça, alors que les petites sont encore par manque de compétences, par manque de connaissances, par peur, par manque d'énergie aussi, parce qu'il n'y a pas de relève, il n'y a pas d'installation, il n'y a pas d'installation. Donc comment on se projette en tant qu'agriculteur quand on a 55 ans, 60 ans, sur un modèle économique qui est un peu bancal, on voudrait faire différemment, mais ça demande de l'investissement, ça demande du temps. Généralement, il y a des échecs qui vont derrière, parce que c'est pas rien de changer de méthode de travail. Et donc, qui vient compenser ces pertes-là? Qui vient rémunérer ce temps passé-là, sachant que derrière, il n'y a pas de relève? Et donc, c'est tout ce volet-là agricole qui est à repenser actuellement. Et donc, on ne le repensera que si derrière, il y a une rémunération. Et cette rémunération-là, nous, en tant qu'agriculteurs, on est bien conscient que, moi je ne produis pas des légumes bio que pour une partie de la population. Et c'est pour ça aussi que je reviens sur le volet syndical, que notre syndicat s'interroge et travaille sur ce qu'on appelle la sécurité sociale de l'alimentation. En fait, on est à la croisée des chemins, je pense, pour repenser l'agriculture de demain, mais aussi pour repenser le système de répartition de la valeur ajoutée et le système de distribution de l'alimentation de demain. Et donc la sécurité sociale de l'alimentation, elle est un petit peu tout ce qu'on connaît de l'aide alimentaire actuelle. Elle repart sur les principes fondamentaux de la sécurité sociale qui a été créée aux sorties de la guerre afin de promouvoir et d'offrir une égalité de soins sur tout le territoire. Et là, on reprend les mêmes bases de créer une égalité nourricière, en gros, pour l'ensemble de la population. Et donc ça, c'est une pensée complètement différente de la logique actuelle de la distribution ou de la grande distribution ou de la distribution toute seule alimentaire. Et donc, syndicalement, on essaye de participer à ces travaux pour ne pas oublier la rémunération des producteurs. Parce que ce qui est en train de se créer, toutes ces idées émergentes, forcément, ça fait partie de la SAS, de la sécurité sociale.
mais la rémunération et l'agriculture de demain passera obligatoirement par de la rémunération agricole et nous, et en tout cas moi je me dois de porter cette voie-là pour qu'on ait encore des agriculteurs sur le territoire, quoi. Et d'ailleurs, ces projets collectifs là dont tu parles, d'expérimentation, justement, cette recherche et développement que vous faites, vous leur financez comment? C'est que sur chacun sur vos fonds propres ou vous avez des financements pour mener ces expérimentations sur les filières? Alors, par le biais d'une petite association qui s'appelle l'ALPAD, on essaye de se faire accompagner à la fois techniquement et à la fois humainement sur nos prises de décision et sur la construction de ces filières. Mais en fait, ça s'accumule, ce travail-là de constitution de filières s'accumule au travail déjà existant de nos fermes. Et donc là, c'est nous qui nous retroussons les manches tous les jours pour aller finir de monter des cellules, pour aller faire le plan de schéma électrique pour savoir si on le valide ou pas, pour aller chercher les boulangers dans un deuxième temps. Donc non, on est un peu tout seul et là, on est réellement confronté à la difficulté de changer de casquette en tant qu'agriculteur et on s'aperçoit que le modèle quelque part qui est créé d'amener son blé ou d'amener son maïs à la COP est bien fait parce que on se dégage de tout ce travail supplémentaire. Et quand aujourd'hui on est là à Coaction et que vous avez parlé du travail ce matin et comment on imagine le métier d'agriculteur de demain, là je vous garantis que la quinzaine d'agriculteurs qui est sur la filière farine, les 7 ou 8 qui sont sur la filière chanvre, le travail supplémentaire, il est bien là sur les fermes, quoi. Et donc, on n'est pas en train de baisser en termes de charge de travail. Justement, on est vraiment en train d'augmenter ce temps-là. Des fois, on laisse le travail sur nos fermes pour pouvoir mener à bien le travail collectif. Et donc, là, ça coûte vraiment en termes de temps de travail et de logistique une énergie voilà, qui sera récompensée parce que derrière, on va créer de la valeur ajoutée. Mais ce laps de temps-là, on y est en plein dedans et certains agriculteurs commencent à faire à fatiguer depuis 2 ans là. Et puis forcément, vous savez, c'est toujours les mêmes. Donc et puis parce qu'on est de moins en moins nombreux et parce que c'est toujours les mêmes qui sont dans une dynamique différente et là, ça commence à se sentir. D'où la nécessité de financer ces services que vous rendez à la société et à la planète. Alors Gersande, alors comme beaucoup d'agriculteurs, toi aussi tu es en reconversion professionnelle. C'est vrai. Et dans le cadre de cette reconversion, tu es en formation à Bordeaux Sciences Agro et pendant 6 mois, tu as mené une étude à Coaction sur un sujet qui pour nous était important. Qui est le sujet des installations collectives en agriculture, un sujet qu'on voit de plus en plus apparaître, mais qu'on connaît finalement assez peu. Donc ça reste encore, même si il y en a de plus en plus, les installations collectives sous forme coopérative, ça reste assez marginal, mais il y en a encore, le mouvement se développe et donc qu'est-ce qui selon toi conduit les paysans à faire le choix de ces installations à plusieurs et aussi sous format coopératif? Alors merci pour cette question. Alors les formes collectives dans l'installation, faut savoir, tu l'as déjà dit un peu Cécile, elles sont très diverses. Vous avez des formes coopératives, vous avez des sociétés civiles agricoles, mais elles se différencient aussi par la taille des collectifs impliqués, hein, ça va de 2-3 personnes à plus de 10 personnes, par le type de production, par, on l'a dit, les structures juridiques. Mais il y a des choses qui sont quand même des dénominateurs communs, notamment que plus de 80% des personnes qui constituent ces collectifs sont non issues du milieu agricole. Donc ça, c'est important de le dire, parce que ça va motiver vraiment les avantages qu'on va retrouver dans ces structures collectives. Et puis, il se différencie d'autres formes collectives qui existaient déjà dans l'agriculture. On a parlé tout à l'heure des CUMA, et puis le GAEC, qui est une forme, qui est un groupement agricole, une sorte de société civile agricole qui existe depuis les années 60.
il y a une recherche, une vraie recherche de ces acteurs-là non issus du milieu agricole, d'aller vers des combinaisons d'activités et des productions qui sont plus performantes et plus résilientes. C'est-à-dire qu'on va penser sa combinaison d'activités pour maîtriser à la fois l'amont et l'aval de la production. Donc en fait, ça, c'est, on va dire, les deux grands dénominateurs communs. Et donc ça va motiver certains avantages qu'on va voir dans le collectif. Le premier d'entre eux, c'est la sécurisation économique. Effectivement, ça paraît idiot comme ça de le dire, mais la mutualisation des moyens, c'est une mutualisation d'abord des investissements. Mettre ces investissements en commun, c'est gagner en autonomie quand, notamment, je ne peux pas avoir des aides. Voilà. Ça, c'est déjà important quand on voit qu'on a une surcapitalisation des fermes et qu'on a un foncier de plus en plus coûteux, puisqu'il y a une forte concurrence aussi sur le foncier. Donc ça va être un premier point. Et cette sécurisation, elle va passer aussi sur le fait que, en multipliant les types d'activités, on fait reposer les risques sur différentes activités. Donc si le revenu d'une activité, le résultat d'une activité n'est pas suffisante, on l'a vu tout à l'heure avec les cours de l'huile, je fais de l'huile d'un côté, j'ai un paysan boulanger dans mon collectif de l'autre, et peut-être que les résultats de l'un va compenser le mauvais résultat de l'autre. Donc là, en fait, on y trouve aussi son intérêt. Donc on mutualise ses moyens, mais aussi on partage ses risques. Il y a une sécurisation aussi de fait de ces revenus, et on voit bien que dans ces collectifs-là, on se retrouve avec des revenus qui sont quand même légèrement supérieurs au SMIC agricole, ce qui est quand même assez bien, avec il y a des divergences en fonction des modèles, mais quand même on a quand même des gens qui arrivent à s'en sortir. De fait, la sécurisation économique, c'est le premier point. Ensuite, on va rechercher souvent le cadre de travail beaucoup plus flexible. C'est-à-dire qu'à plusieurs, on va avoir une flexibilité dans l'organisation. On va mettre en place, on va doubler les postes sur les ateliers. On va mettre en place des systèmes d'astreinte. On va pouvoir anticiper des congés, des accidents, chose qu'on n'a pas forcément l'opportunité de faire aussi facilement quand on est tout seul. Donc ça, c'est intéressant. Et aussi, quand on a un brassage au sein du cadre de travail, à la fois de personnes non issues du milieu agricole, mais aussi de personnes qui peuvent en être issues avec une compétence ou une certaine antériorité sur des ateliers, il y a aussi une forme de montée en compétence et de transfert de savoir. Donc le cadre de travail est intéressant. Et puis, surtout, si vous êtes sur un collectif avec plusieurs activités, vous n'êtes pas obligé de faire pendant 20 ans la même activité. Vous pouvez vous dire, je vais faire telle production, et puis demain, je peux essayer de faire monter en compétence sur telle transformation. Voilà, c'est quand même assez intéressant, parce qu'on a aussi une recherche de non-immobilisme des personnes non issues du milieu agricole dans l'entrée en agriculture. Et au-delà du cadre de travail, on recherche aussi un cadre de vie, du bien-être dans le travail. C'est-à-dire, la première chose qu'on va vous dire, je suis dans un collectif, je ne suis pas seule. J'ai un problème, je peux en parler. Et ça, alors ça, c'est le truc qui ressort à chaque fois. Et les mots d'entraide, de rupture d'isolement, de « Ah, c'est super, lui, il avait tel réseau, il est arrivé, et du coup, ça nous a sorti tel ou tel sujet. » Voilà, on trouve des solutions. Et ça peut aller jusqu'à « Ah ben tiens, moi j'avais un problème pour faire garder mes enfants, et ben pour tel truc, on a eu un pic d'activité, et ben ils ont gardé mes enfants. » Enfin, voilà, vous pouvez imaginer, c'est le collectif, la coopération pour gagner en qualité de vie. Et ça, c'est important parce que c'est une attente aussi de ces nouveaux publics en milieu agricole. On remarque, et on l'a dit, en fait ça fait bien écho à ce qu'expliquait Marc Dufumier tout à l'heure, des gens qui sont aussi en recherche de transformation, de nouvelles pratiques, pratiques agroécologiques. On a plus de 80, allez, on va dire presque 100% de ces structures-là qui sont certifiées agriculture biologique, qui sont inclus dans les mouvements et pratiques agroécologiques, qui sensibilisent. On a beaucoup de centres agroécologiques, enfin de fermes collectives qui sont aussi des centres agroécologiques. Et donc en fait, on est avec des publics qui revendiquent dans le collectif la possibilité d'expérimenter. Ah ben, j'ai plusieurs activités, bon, je vais pouvoir me prendre le risque, le droit à l'erreur. Je vais pouvoir faire telle plantation de légumineuses, justement, là, voilà, parce que je sais que j'ai telle activité qui fonctionne bien, telle activité qui fonctionne bien, et puis je vais pouvoir échanger et je vais pouvoir monter en compétences. Je vais aussi rechercher une meilleure gestion des ressources, de l'eau, de la terre, évidemment. On va être vraiment dans des pratiques beaucoup plus vertueuses et dans une complémentarité agronomique.
Ça, c'est important. On revient beaucoup au système de la polyculture élevage, avec des flux de matière de certains ateliers qui vont alimenter d'autres. Et donc ça, c'est toujours voilà, très, très recherché dans ces collectifs-là. Et donc, en fait, on a vraiment des projets qui sont technico-agroéconomiquement parlant vertueux. On va aussi avoir, et ça c'est assez important, une volonté politique de transformation sociale du métier d'agriculteur. C'est-à-dire que là, on a une revendication claire de séparation du capital et du travail. On disait, il y en a marre d'investir dans le capital, on veut rémunérer correctement le travail. Et ben là, c'est complètement revendiqué, c'est-à-dire qu'en fait, ça amène des innovations juridiques d'ailleurs. Hein, on externalise le foncier, on souhaite séparer le foncier de l'outil de production. On souhaite aussi, d'ailleurs, on va le rendre plus transmissible de ce fait. On va chercher à créer des communs. Et puis, on va aller chercher des formes juridiques qui vont changer les statuts. On a parlé d'entrepreneurs salariés associés tout à l'heure, mais on a, par exemple, dans les SCOP, salariés associés, donc une maîtrise à la fois de la gouvernance, mais aussi de la protection du salariat. Donc, en fait, tout ça contribue à changer, à transformer socialement, voire sociétalement, cette vision de l'agriculture pour la rendre plus attractive. Et au-delà de ça, on a enfin une revendication d'ancrage, de participation à la dynamique territoriale. L'ancrage territorial est très important, d'abord parce qu'on veut produire pour le local. On veut participer au système alimentaire local. On n'est pas là pour produire pour, je ne sais pas moi quel pays, en tout cas pour participer au marché. On veut sortir du marché. Et en même temps, on veut créer du lien, on veut créer de l'emploi, de l'activité et de l'emploi. Je n'ai pas fait exprès avec la coopérative d'activité d'emploi, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, comme on a une combinaison d'activités, on veut quand même rendre son modèle économique performant. On ne le fait pas en accumulant les mètres carrés de foncier ou les hectares de foncier. On va le faire en embauchant, en ayant plus de personnes et en allant chercher de la transformation, de la valeur ajoutée. Et ça, c'est important parce que vous vous rendez compte que l'agrandissement des fermes, notamment, ça fait perdre des emplois. Ça, il y a des études qui le montrent. Et ça, c'est vraiment important de voir qu'on a une richesse là, quelque chose qui se passe au niveau des collectifs et qui est recherché par les nouveaux agriculteurs et revendiqué. Et enfin, on a vraiment dans ces collectifs-là des gens qui veulent développer autre chose que des activités agricoles. Il y a beaucoup d'activités non agricoles qui se développent parce qu'elles créent du lien direct avec le consommateur, l'habitant. Donc on a beaucoup de magasins de producteurs, de l'événementiel, de la formation, hein, des gens qui sont impliqués notamment avec des centres de formation. Moi j'ai rencontré des collectifs notamment qui ont créé un réseau de formation autour de la meunerie-boulangerie. Donc en fait, du coup ça permet de former les gens, de les sensibiliser sur d'autres formes d'installation en agriculture et ça enrichit considérablement le paysage. Voilà. J'espère que j'ai fait le tour des avantages. Non, mais ça paraît assez, voilà, ça paraît assez idéal. Et c'est vrai que, bon, bah, pour nous à Coaction, ce sont des modèles qui nous intéressent particulièrement de par, voilà, le rapprochement de statuts. Et on s'est vraiment, voilà, demandé si en tant que coopérative d'activité et d'emploi, nous on accompagne plutôt des projets individuels, mais quelques micro-collectifs, et si on était effectivement pertinent pour pouvoir accompagner aussi héberger juridiquement les activités, mais accompagner ces dynamiques collectives. Alors dans ton étude, je sais que sur la fin, voilà, ça n'a pas été facile justement de trouver ces collectifs coopératifs pour répondre aux dernières questions. On aurait bien aimé aussi avoir des témoignages de coopérateurs de SCOP dans l'agriculture, mais c'était compliqué. Bon, c'est pas la meilleure saison aussi pour faire sortir des agriculteurs de leur ferme, on est conscient. Mais voilà, il y en a encore peu. Hein. En Nouvelle-Aquitaine, on n'en a pas trouvé beaucoup. Alors, voilà, ça a l'air comme ça idéal, mais c'est toi, qu'est-ce que tu as identifié? C'est quoi les freins au développement de ce type de modèles collectifs qui paraissent comme ça assez idéaux, quoi? Je vais faire une comparaison audacieuse. Qui s'est jamais retrouvé à devoir décider à 10 du repas du Nouvel An? Bon, c'est vraiment très audacieux, mais en fait, c'est un peu ça. On va cumuler des difficultés qu'on retrouve dans le monde agricole avec celles du collectif en lui-même. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un système d'activités très complexe où en fait vous avez une combinaison d'activités
où les activités sont en interaction, voire en interdépendance, parce qu'elles vont dépendre les unes des autres. Quand vous partagez un système de distribution, par exemple, c'est pas simple quand il y en a un qui peut pas faire la tournée de distribution. Et du coup, tout ça, ça dépend de quoi? De décisions et de choix d'allocation de ressources faites par un collectif. Donc, pour que ça fonctionne, le collectif doit fonctionner. Donc, la première des difficultés, en fait, et ce sur quoi ils sont le plus accompagnés, c'est la gestion de ce qu'ils appellent le PFH, donc le putain de facteur humain, voilà, dans le texte, entre guillemets, du coup, la gestion des conflits, savoir communiquer, savoir mettre ce qu'on appelle sur papier des normes de groupe, ne serait-ce qu'indiquer ses valeurs pour être sûr que quand quelqu'un arrive au sein du collectif, ça se passe bien. Ça, c'est vraiment un des sujets, et ça fait partie des montages de projets en collectif. Quand c'est pas anticipé, qu'on n'en a pas pris le temps de monter son projet, on peut être sûr qu'il y a des difficultés qui apparaissent. Ça ne veut pas dire que ça va pas marcher, mais ça va être très difficile. On est sur aussi des difficultés qui sont très en lien avec la multi-activité. Parce que quand vous avez différentes activités qui ne sont pas de même nature et qui ne relèvent pas de la même fiscalité, parfois pas des mêmes droits à exploiter ou qui doivent avoir des droits différents d'autres, enfin bon bref, vous avez besoin d'aller voir les douanes pour l'un, vous avez besoin d'aller voir telle structure pour telle organisation pour l'autre, ça devient compliqué parce que vous cumulez pas seulement la conduite d'une activité, mais vous en conduisez plusieurs et vous avez du mal à avoir de la lisibilité sur votre activité. Donc ça, il y a beaucoup de problématiques de gestion comptable, administrative, qui viennent aussi impacter le fonctionnement du collectif, mais c'est aussi valable quand vous êtes à plusieurs structures. Parce que vous pourriez être, j'ai un GAEC à côté, d'une association, ça on le voit assez souvent aussi, et eux non plus, ils n'ont pas la même fiscalité. Parfois, il y en a un qui porte le foncier, donc il doit refacturer à l'autre. Comment ça se passe? Donc, en fait, toute cette question de la gestion du collectif d'un point de vue administratif, économique et fiscal, elle est vraiment presque le deuxième sujet sur lequel ils ont besoin d'être très accompagnés. Enfin, il y a la question aussi, enfin, il y en a plein d'autres, des sujets qui sont difficiles, mais en lien avec le montage de ce type de projet, il faut savoir que souvent, quand ils reprennent des fermes existantes, il n'y a pas forcément 1000 choix de fermes, on ne reprend pas exactement les mêmes activités, on porte des projets qui sont généralement sensiblement différents, souvent en diversification. Et quand vous reprenez une exploitation en bovin lait et que vous voulez en faire de la polyculture élevage, ça va coûter... Déjà, c'est compliqué à évaluer. Ça va coûter un petit billet, et puis derrière, ça va rentrer en ligne de compte en négociation quand vous voulez racheter l'exploitation. Donc tout ça, ça se prépare et ça demande à être accompagné. Donc souvent, ça commence en collectif en se disant, ça marche très très bien, on a nos normes, on est bien, on fonctionne bien, on se connaît bien, on sait ce qu'on veut faire. Et puis patatras, on arrive face à un cédant, et là, ça va être compliqué, ça va nous coûter cher, l'endettement il va être fort, comment on va faire, voilà. Et ça fait partie aussi, ça montre que ces projets ne sont pas simples et qu'il y a vraiment une nécessité de les accompagner. Voilà. Et ça, c'est qu'une petite partie, on va dire que c'est les difficultés majeures qu'ils rencontrent, mais il y en a d'autres, et notamment celles que rencontre n'importe quel agriculteur quand il s'installe en individuel aussi. Ça va rester un métier d'avenir ou pas, alors, en coopérative? Le collectif, oui. En tout cas, je crois qu'on est tous convaincus que l'agriculture, c'est un métier d'avenir. Sinon, j'aurais pas fait ma reconversion professionnelle et j'arrête tout de suite là. mais c'est vrai que ces modèles-là, pour moi, ils sont tout à fait un modèle d'avenir. Ces formes-là, parce qu'il y a diverses formes, mais pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, c'est des vecteurs d'innovation. On l'a légèrement abordé tout à l'heure, mais au sein d'un collectif, on va d'abord tester des formes juridiques. On va chercher à savoir quelle est la forme juridique qui va le mieux avec mon projet. Vraiment, là, souvent, vous en rencontrez dans des collectifs, c'est des experts. Il y en a même, ils sont maintenant à la FOG, la FOG qui conseille sur la comptabilité et gestion des agriculteurs. Il y en a, c'est devenu des spécialistes du montage de projets en forme sociétaire. C'est incroyable, c'est génial. Et du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Voilà, donc c'est de l'innovation juridique. Ouais. Donc en fait, ils vont tester des choses. Ils vont pas avoir peur de le faire parce qu'ils sont plusieurs. Et ça, c'est très intéressant pour tester des initiatives et voir si ça fonctionne. Ça fait valeur d'exemple. Et du coup, on peut dire, vous voyez, ça fonctionne. Donc on peut essayer d'aller soit subventionner ça, soit accompagner plus ça, soit protéger des terrains pour ça. Donc ça, c'est un premier point. L'innovation technique, c'est quand même souvent des pratiques plutôt vertueuses pour l'environnement, préservatrices de ressources, qui font de l'agriculture locale pour être distribuées localement. Voilà, donc on est quand même dans une logique d'aller chercher et de tester
des formes d'agriculture, on va dire, avec moins d'intrants, moins de mécanisation, plus de bras, voilà, donc, et mieux rémunérés. C'est déjà ça. Et on a une innovation qui est aussi organisationnelle, puisqu'on va essayer de rechercher un bien-être et des formes d'organisation qui permettent d'anticiper ce qui est la pénibilité, dont on parlait tout à l'heure. Donc on a vraiment des modèles d'avenir parce qu'ils sont vecteurs de changement, en fait. Et ces changements vont dans le sens de la durabilité. Donc pour moi, ils sont aussi vecteurs de durabilité. Quand on parlait de la durabilité, elle est difficile à anticiper, mais ils vont vraiment vers des types d'exploitation qui sont viables économiquement, vivables, en tout cas pour les individus qui y sont, et puis qui reproductibles un maximum et en faveur de la transmissibilité, puisqu'ils vont aller, et ça c'est quelque chose qui n'est peut-être pas forcément dit, mais on pourra l'approfondir dans les questions, favoriser des dispositifs d'installation progressive. C'est-à-dire que souvent on va y retrouver des espaces tests, des stages paysans ou des CDD pour intégrer progressivement de futurs associés. On va tester des associations et ça c'est quelque chose d'important avec pour objectif pas forcément de garder les gens toute la vie dans le même métier, mais soit de les faire progresser sur plusieurs ateliers, soit de les garder 10 ans, et puis s'ils n'ont plus envie, ben voilà, on aura anticipé cette question-là, et voilà. Merci. De rien. Merci à vous trois pour ces présentations. Est-ce que dans la salle, vous avez quelques questions, remarques, observations? Un micro est à votre disposition, je pense. Oui, oui. Pas de souci. Eh bien, ça marche, non? Oui, vous pouvez y aller. Non, merci d'abord pour toutes vos interventions. Je venais de lire une interview de Marc Fesneau au Space, je sais pas comment on dit, à Rennes, qui est le grand salon de l'élevage. Vous m'avez réconforté parce que c'est quand même c'est quand même une question. Comment on fait pour porter cette agriculture que vous venez de nous décrire et qui est l'agriculture de l'avenir, enfin la seule qui puisse avoir un avenir. Et quand on entend ce qui se dit au niveau du ministère de l'Agriculture, où la seule idée qui est portée, c'est ah ouais, mais on va être obligé de renoncer à toute cette agriculture de qualité parce qu'elle nous rend non compétitifs, on va perdre des parts de marché. Enfin, c'est le seul discours qui est rapporté, mais j'ai peur que ce soit le seul discours surtout. Voilà, c'est un premier point. Après, alors j'ai plein de questions, mais bon, je vais les très très rapides sur chacune. Par rapport, j'ai pas retenu ton prénom. Ah, moi je me présente, mais je suis viticultrice en Gironde. Je représente la Confédération paysanne au Césaire, mais je suis ni mandatée là aujourd'hui ni par l'un ni par l'autre, donc je parle en mon nom propre. Je trouve que ce qui est intéressant, alors c'est intéressant bien entendu de ne pas séparer ceux qui font la démarche bio et ceux qui sont en conventionnel. Ça me semble important quand même de toujours bien répéter une idée qu'on ne trouve pas suffisamment, qui est que un des intérêts de la bio, c'est qu'elle se dégage des intrants pétroliers, et en particulier des engrais qui sont du gaz. Et c'est une thématique, moi que je vois, la thématique des pesticides, elle est bien reprise dans la société civile. La thématique des engrais minéraux, en particulier des engrais azotés, elle est assez absente. Voilà. Or, elle est essentielle. L'agriculture de l'avenir, c'est une agriculture sans entrants pétroliers, ou alors, je ne sais pas de quoi on parle. Et le problème du plastique, parce que ça fait partie aussi des questions difficiles en agriculture, en maraîchage. Enfin, je ne sais pas comment tu fais avec tes légumes, mais c'est vrai que c'est un problème. Comment on se débarrasse du plastique?
c'est techniquement possible, mais c'est quand même plus compliqué. Tous ces intrants, ils étaient très pratiques, il faut quand même le dire. Voilà. J'avais une question alors que je pose à l'agronome. Moi, j'ai entendu, enfin, j'ai fait aussi des études d'agronomie, mais il y a très longtemps. Je fais partie des antiquités aussi. L'idée qu'une parcelle, ça ne devrait pas faire plus de 4 hectares, sinon les chaînes trophiques ont du mal à se nouer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Moi, c'est des choses que j'ai lues. Je voudrais savoir si c'est vrai. 4 hectares, on peut encore avoir un peu de matériel qui y circule. Hein. C'est pas tout petit quand même. Mais bon, c'est une question. Je voulais aussi, on parle des haies. On est tout le temps en train de dire qu'il faut replanter des haies, mais en fait, on en arrache. Il y en a 25 000 de moins chaque année. 25 000, pardon, kilomètres linéaires arrachés chaque année et qui ne sont pas remplacés. Donc on est toujours en train de... Voilà, et pourtant, c'est dans tous les discours. Et puis de la même façon, on parle d'agroforesterie, mais elle est embryonnaire, cette agroforesterie. Où sont les moyens pour vraiment replanter des haies et refaire de l'agroforesterie? Parce que, alors je ne suis pas hydrologue, hein, mais même du point de vue du cycle de l'eau, outre faire du sol une éponge, qui est l'objectif de, je dirais, de tout agriculteur, enfin, qui veut capter l'eau du ciel, ces questions plus paysagères, elles ont une importance dans le rétablissement des pluies, tout simplement. Voilà. Enfin, d'après ce que j'ai compris. Après, voilà, je ne suis pas spécialiste. Tu veux que vous voulez l'un et l'autre, hein. Je te laisse le... Alors, par rapport au discours du ministre, non, mais forcément c'est un volet compliqué quand nous on a une vision qui n'est pas la même que l'agriculture majoritaire et que le syndicat majoritaire et qu'on a une vision, je pense, plus profonde de la société. Quand on parle d'alimentation, quand on parle de marché, quand on parle de capitalisme et de libéralisme, forcément, on a deux visions qui s'opposent. Et donc, actuellement, oui, on ne peut que constater et on ne peut que, en plus de ça, à l'heure actuelle, on connaît les dangers de cette agriculture-là. On connaît les effets sur le nombre d'exploitations, sur la mortalité de la biodiversité, sur toutes les conséquences que l'on sait. À part les pointer et essayer, de par des biais un peu alternatifs, essayer donc de mettre en place des projets différents ou différemment, c'est compliqué d'arriver à venir entraver cette parole-là, quoi, parce que plus on essaye de militer et de porter des options différentes, plus on est retoqué vers une radicalité aussi du discours. On le voit bien avec les bassines et le discours et les problématiques de l'eau où on est traité d'éco-terroristes. Et donc forcément, on voit bien la dégradation à la fois des relations et à la fois du discours aussi majoritaire. Et quand je parle de dégradation, on en arrive... C'est pour ça que je voulais rebondir aussi sur le fait qu'on en arrive à ce que les agriculteurs ne se parlent plus entre eux et que derrière cette fraction-là et ce discours ambiant et cette domination d'une seule pensée nous met, on va dire, minoritaires dans des cases et on arrive à ne plus se parler entre collègues. Et ça, c'est quand même malheureux. Et donc, on voit bien que quand on parle d'agriculture, en tout cas quand moi je parle d'agriculture, vu que je suis quand même représentante syndicale, je suis présidente des agriculteurs de mon syndicat, mais au sein de mon syndicat, j'ai des agriculteurs qui font du maïs, ils ne sont pas tous en bio, il y en a qui sont pour la grosse COP, il y en a qui sont autonomes sur leur ferme, il y en a qui utilisent de l'eau qui sont irrigants, d'autres qui doivent se dépatouiller avec des terres sèches et asséchantes, et donc et qui font de la volaille, d'autres qui font que du bio et qui sont pour caricaturer, qui font du maraîchage bio. Et donc comment on arrive syndicalement à ce que les gens continuent à se parler et qu'au sein de ce syndicat, au sein de ces instances-là, on perpétue le dialogue. En fait, on a le droit de ne pas être d'accord. Moi, j'ai le droit de ne pas être d'accord, mais si on est d'accord sur le fait que la rémunération soit prioritaire au sein de notre mouvement, comment on s'entend pour trouver des leviers et des clés sur cette rémunération agricole? Et c'est ça qui nous lie.
si on est d'accord sur le fait qu'on doit tendre vers une protection de la biodiversité des sols et de la ressource en eau, ok, une fois qu'on a dit ça, comment autour de la table, irrigants et non irrigants, dans notre département, on continue à travailler ensemble pour que les irrigants continuent à, en tout cas, puissent partager de l'eau pour que les non-irrigants, les maraîchers qui manquent d'eau, puissent avoir accès à l'eau. Si on clôt le débat entre les deux, forcément, les maraîchers vont galérer à avoir de l'accès à l'eau. Et donc, si l'irrigant, dans sa mentalité, dans son état d'esprit, il est prêt à avoir un partage de la valeur ajoutée, ou de l'eau, en prenant conscience que l'eau, c'est un bien commun. Mais tout ça, c'est un travail syndical de fond qu'on continue à faire en rassemblant les gens, en leur disant, on est OK quand même, les gars, que l'eau, il faut la partager, que ce qu'on est en train de faire, oui, c'est compliqué pour vous parce que vous êtes ancrés dans ce modèle-là, parce qu'actuellement, vous vivez de ça, vous avez du maïs irrigué pour votre production de volailles. Mais petit à petit, il va falloir basculer. Oui, mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible parce que justement, on a monté des filières. Et vous voyez que le discours syndical, en fait, il passe aussi par quelque part des actes et de la vulgarisation technique qui amène à repenser le modèle actuel. Et c'est ça que moi je trouve hyper intéressant et important à maintenir parce que justement, on a une disparité d'agriculture par territoire. Notamment chez nous, où les Landes, c'est quand même assez un département hyper vaste, avec une agriculture complètement différente en Haute-Lande, complètement différente, avec une pression foncière vers la côte hollandaise, forcément, avec une Chalosse hyper vallonnée et un Gabardin qui est en train de se désertifier, une disparité de territoire et dont on doit porter un discours agricole pour les uns et pour les autres. Je vais vous laisser la parole. Et juste, je finis sur les deux volets, sur le bio et les intrants, et sur, par exemple, les plastiques. Donc oui, l'agriculture bio et le dialogue de montrer par l'exemple, par l'exemplarité que des producteurs bio ou des producteurs, donc l'ALPAD que j'ai cité tout à l'heure, un groupe de travail du sol, de conservation du sol. Mais quand vous avez 10 gars qui commencent à essayer des pratiques, à mettre des lentilles en place, à mettre des couverts végétaux, une destruction avec un rouleau faca, bon, ben, le voisin, il se regarde, il dit « Ah oui, c'est pas con ». Et vu qu'il se retrouve dans la même coopérative avec une diversité culturelle, bon, mais l'année d'après, c'est lui qui va essayer. Et donc, c'est par cette exemplarité que... Et donc ça, c'est pas moi en tant que présidente qui impulse ça. Ça a été déjà pensé au sein du syndicat. Par les précédents présidents et les précédents bureaux qui ont vraiment développé ces outils-là dans le département pour amener les agriculteurs et ne pas les lâcher sur le terrain. Et en parlant de rémunération et de différence de pratiques culturelles, et quand vous parliez du plastique, c'est là où il faut vraiment avoir un dialogue à la fois avec les agriculteurs, mais à la fois avec vous, les citoyens. Nous, en tant qu'agriculteurs, quand moi j'essaye de faire un zéro plastique sur l'exploitation, mais ça me crée une charge de travail qui est complètement supplémentaire à mon collègue maraîcher qui va lui faire du 100% plastique parce que oui, c'est chiant et avoir de l'herbe tout le temps, oui, c'est dur le travail de maraîcher. Et donc, comment on pense la rémunération de tous ces actes-là qui, au final, moi, je le fais par volonté pour ne pas sombrer. Enfin, c'est pas un jugement que j'apporte là, mais quand je fais le choix de ne pas partir dans cette facilité-là d'utilisation du plastique, mais ce choix-là, comment je dialogue avec mes clients, comment je l'intègre dans le prix de ma clientèle, par le prix de mes légumes à ma clientèle, et sous quelle forme je peux la mener aussi. Et toutes ces questions-là, quand vous faites de la vente, quand vous allez chez les producteurs qui font de la vente directe, avec des gars qui sont 100% en pâture sur leur élevage bovin, qu'il n'y a pas de fourrage, qui demandent un vrai cheminement sur la gestion des prairies en faisant du pâturage tournant dynamique, par exemple, qui demande une vraie réflexion, un changement de pratique avec beaucoup d'heures de travail passées pour avoir des bovins 100% à l'herbe. Bon, mais comment on justifie le prix là si, en plus de ça, on veut nourrir l'ensemble de la population et pas que les gens qui ont les moyens de se payer ce type d'élevage? J'avais tenté quelques réponses. Alors, d'abord, comme agronome à Zébine, je peux vous confirmer que quand j'étais jeune agronome, les agriculteurs coopéraient entre eux. C'est-à-dire que la coopération, beaucoup de coopératives aujourd'hui qui ne sont plus de vraies coopératives, hein, Sodial, Tereos, Limagrin, tout ça. Et aujourd'hui, j'observe quand même que c'est la rivalité, c'est la concurrence, il n'y a plus d'entraide, c'est l'isolement, c'est ce genre de choses. Et du coup,
la question des haies, la question de la taille optimale d'une haie, d'une parcelle et ce genre de choses, je crois que pour un grand nombre encore d'agriculteurs en France, surtout quand ils concèdent une partie des travaux agricoles à des entreprises, hein, c'est-à-dire, moi dans mon pays de Caux, toute la culture du lin, c'est plus l'agriculteur qui maîtrise ça. Hein. Il confie ça momentanément sur des parcelles, et c'est une entreprise qui fait tout le travail, depuis le semis jusqu'à évidemment la récolte, le rouissage et ce genre de choses, sans se préoccuper de ce qu'il y aura l'année d'après, et sans se préoccuper de ce qu'il y aura pour les générations d'après. Ça, c'est gravissime. Et donc, c'est la rivalité. Et à mon avis, ce qui en fait qu'il n'y a pas d'agroforesterie, il n'y a pas de rétablissement des haies, je crois que ça reste ça. Que les quelques-uns qui sont en difficulté et qui se disent, si je veux avoir encore quelques aides à l'hectare de la politique agricole commune, il ne faut pas que je meure, il ne faut pas que ce soit mon voisin qui absorbe mes parcelles, c'est à moi d'attendre que le voisin, il n'y ait pas de successeur, et j'essaie de prendre. Et ça, c'est la rivalité, c'est horrible. Et du coup, maintenant, c'est plus l'agronome qui parle, si vous m'autorisez, mais c'est la même personne, mais le citoyen engagé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, je pense qu'il nous faut radicalement changer nos politiques agricoles. Alors, en premier lieu, évidemment, c'est la politique agricole commune, qui, par 2 fois, on a tenté quand même, hein, le monde des ONG, etc., de faire en sorte que la rémunération des agriculteurs soit des paiements de services environnementaux et non pas des subventions proportionnelles à la surface. Mais dès qu'on commence à négocier à Bruxelles, le Parlement, les fonctionnaires et autres, c'est qu'il dit « Ah oui, les aides ». Et tout de suite, le mot « aide » revient. Ah, ils ont besoin d'être aidés. Et du coup, on en reste à ces aides proportionnelles à la surface, même si on conditionne ces aides à des conditions environnementales. Mais on n'a pas changé radicalement de politique et on a perdu 2 combats. J'espère que la prochaine fois, on pourra le gagner. Mais il faut vraiment abandonner le mot « d'aide ». Les agriculteurs n'ont pas besoin d'être aidés comme des mendiants. Les gens ont besoin d'être correctement rémunérés pour leur service d'intérêt général, sachant que ça exige du travail. Moi, c'est vraiment comme ça que j'aurais envie de faire. Ceci étant, on peut aussi raisonner ça à l'échelle nationale et on peut raisonner ça aussi à l'échelle territoriale. Et là, effectivement, je pense, il y a des élus ici, régionaux, communaux, métropoles et autres, je pense que les plans alimentaires territoriaux peuvent être d'excellents moyens pour entreprendre, effectivement, par la voie contractuelle avec les agriculteurs, l'approvisionnement de cantines, par exemple, hein, les écoles, les collèges, les lycées, les EHPAD et autres choses, avec une alimentation bio. Il faut renoncer au soi-disant label HVE, hein, ça faut être très clair qu'il y a de la supercherie, mais de jouer local et bio. Au moins, le bio, il y a une certification par une 13 parties, on comprend de quoi il s'agit. On sait que ça relève très largement de l'agroécologie, même si un pesticide naturel reste un pesticide. L'agriculture biologique devra progresser. Mais au moins, là, on a des critères. Et je pense qu'il y a urgence, effectivement, de mettre ça et de fédérer ça. Moi, je suis un peu sollicité en ce moment sur faire ça à l'échelle du bassin de la Seine, hein, depuis Lyon jusqu'au Havre, pour essayer de voir comment on pourrait mutualiser les efforts faits parce que c'est des problèmes logistiques dont moi je ne suis pas compétent, hein, pour être très honnête, mais s'assurer qu'effectivement on puisse assurer un marché à des producteurs bio par la voie contractuelle pour un service d'intérêt général, que nos gamins, parce que quand même les perturbateurs endocriniens, auxquels sont exposés les gamins, enfin les femmes enceintes d'abord, hein, depuis le fœtus jusqu'à la fin de la croissance, et qui vont se traduire, prédiction scientifique quand même, hein, par des cancers prématurés du sein, cancers prématurés de la prostate, et Alzheimer, Parkinson prématuré, c'est surtout quand même ces perturbateurs, les résidus pesticides dans l'alimentation. C'est l'exposition régulière plus que la dose, et à ces âges-là, qui fait le drame. Donc l'urgence qu'il y a à ce que des élus prennent en charge pour que nos gamins ne soient pas soumis à ça, c'est urgent. Et là, donc, évidemment, moi je pense tout de suite école, collège, lycée, et ce genre de choses. Et là, je pense qu'il y a énormément de choses à faire, et je pense qu'y compris les expériences que vous menez, si les élus locaux et régionaux pouvaient prendre en compte vos efforts, parce que je crois impérativement, effectivement, qu'il faut assurer le marché, ce qui est loin d'être simple. Et puis c'est quand même vrai, ça a déjà été dit, hein, c'est pas la course aux agrandissements de ceux qui croient encore que quand leur voisin va périr, on va pouvoir se rallonger et avoir des surfaces et amortir au plus vite le tracteur, avoir plus de subventions à l'hectare. Ça, c'est
Sachez que face à des 40 000 hectares de canne à sucre au Brésil, face à 10 000 hectares de blé en Roumanie, ça veut dire que le blé de Nouvelle-Zélande pour ravitailler en poudre de lait les Asiatiques, c'est clair que cette agriculture-là n'a aucun avenir. C'est une illusion. Ceux qui arrivent à mordre et tuer le voisin, pas tuer le voisin, mais attendre qu'il meure et qu'il ne soit pas de succession pour prendre ses terrains, on en est presque à là quand même. Hein. Aujourd'hui, c'est plus la coopération d'autrefois, c'est plus les CETA, c'est plus les GVA. Il y a les CIVAM qu'il faut essayer de ressusciter ce forme de coopération. Moi, je rends vraiment hommage, je vous le dis tout de suite, le scientifique que je suis, hein, vous avez vu, je ne suis pas paysan, je ne suis pas agriculteur et tout, mais je rends hommage, et même quand je parle à des politiques, hein, les députés, les ministres, j'ai quand même tous rencontrés depuis Michel Barnier jusqu'à Julien de Normandie, le ministre actuel, je suis désolé, je crois qu'on ne va pas se rencontrer. Mais j'observe que le discours scientifique sur le bien fondé de l'agroécologie, ils écoutent, mais quand on leur dit, mais vous savez, il y a déjà des gens qui font, il y a des gens qui savent réconcilier l'agriculture de conservation et agriculture biologique. Mais comment font-ils pour qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes? Ben, j'entendais parler du chanvre. Mais moi, les gens que je connais, réconcilier le zéro labour et bio sans mettre l'herbicide, parce que le ver de terre, il creuse des galeries, il digère la matière organique, mais il ne tue pas la dite mauvaise herbe. Donc il faut quand même empêcher la prolifération des mauvaises herbes. Il y a la prairie temporaire où la mauvaise herbe est fauchée régulièrement, mais le chanvre, ben évidemment, il fait une telle couverture végétale que la dite mauvaise herbe n'a pas accès au soleil, et donc ne monte pas en graines. Mais vous comprenez, c'est des rotations de 9 ans, dans lesquelles il y a une prairie temporaire, dans lesquelles il y a du chanvre. Mais si les élus pouvaient se dire, allez, on vous bâtit des filières chanvre, isolation des bâtiments. Oui, alors les jeunes, là, je leur dis, c'est pas le chanvre récréatif hein, dont je parle, hein, c'est le chanvre industriel, l'isolation des bâtiments. Mais je pense que le rôle de nos élus à tout niveau hein, peuvent jouer un rôle considérable, et savoir que quand on voit des ministres, des députés européens, leur dire, mais attendez, il y a des régions déjà qui font, regardez, ça marche, il y a des filières chanvre qui sont conformes à l'isolation thermique des bâtiments et qui luttent contre les dites mauvaises herbes, quoi. Mais c'est un seul et même combat qu'on est en train de mener là. L'atténuation du réchauffement climatique, son adaptation et la lutte contre des herbes adventices qui vont être étouffées, enfin c'est pas étouffé, mais on fait un tel ombrage que l'herbe va pas propager, quoi. Voilà, moi je pense qu'il nous faut jouer extrêmement là-dessus. Et je vous cache pas que moi le scientifique, j'ai répondu bien volontiers à cette invitation, je suis admiratif, hein, face à toutes les expériences de coopératives que vous êtes en train de mettre, faire en sorte qu'on puisse installer des jeunes qui sont porteurs de ce type d'agriculture, certes, très enthousiasmante, mais qui peut être pénible, faire en sorte, effectivement, ça a été très clairement dit, hein, qu'ils soient solidaires, c'est-à-dire qu'on ne met pas tous les œufs dans le même panier, je reprends les expressions qui ont été dites tout à l'heure, on est à plusieurs, et si j'ai une maladie, mais on est à 2 dans la ferme, on est substituable, et même s'il y a une spécialisation du travail, ce genre de choses, et je connais même des GAEC en grande culture, hein, c'est plus ancestral, les GAEC, mais où des céréaliers ont intégré de l'élevage de brebis, ils ont mis une transformation fromagère et une vente en circuit court. Mais on a triplé le nombre d'emplois. On est passé de 1,5 à 4,5, 5 quasiment. Et donc on peut aussi créer des emplois dans des grandes fermes avec la création d'une association agriculturelle. Mais par contre, rémunérons le travail, s'il vous plaît, et ne subventionnons plus les hectares. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'autre issue. Et on verra réapparaître l'agroforesterie, ce genre de choses. Excusez-moi. Bonjour, je suis Julia Schindler et je vous salue, Marc Dufumier, parce qu'on s'était déjà rencontrés dans mes jeunes années d'ingénieur agro à Rennes. Mais bon, vous devez en voir passer beaucoup. Aujourd'hui, je suis à Coaction et je suis formatrice et consultante en permaculture. Et alors déjà, je voulais tenir à préciser que souvent on parle de ferme en permaculture. Alors c'est vrai que la ferme du Bec et Loing a beaucoup médiatisé la permaculture, donc on imagine permaculture c'est du maraîchage diversifié, mais la permaculture c'est surtout un état d'esprit et surtout la méthodologie de design, c'est-à-dire comment est-ce que je conçois mon espace. Et je pense que ça, d'ailleurs, la notion de design, c'est quelque chose qui pourrait être très bénéfique pour les agriculteurs, surtout plus il y a d'activités diversifiées sur la ferme, et pour créer des synergies, des complémentarités. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, on met en place des haies, par exemple. Après, on dit, j'ai besoin d'une mare, je vais la mettre là. Ah, j'ai besoin d'un composteur, je le mets là. Et ça crée, en fait, une charge de travail immense parce qu'on passe son temps à courir à droite et à gauche pour s'occuper de tout ça. Alors que si je mets les poules à côté du compost, les poules peuvent se nourrir du compost et en fait, il y a des gains de travail immenses qui peuvent être faits simplement avec une bonne conception.
Et donc ça, c'est le travail de designer en permaculture. Oui, moi je pense que l'agriculture... Oui, je suis aussi... J'avais un peu la même question. Je suis aussi très inquiète de voir les ministres parler d'agriculture numérique avec les drones. Voilà, on a l'impression qu'ils parlent que de ça. Et moi je pense qu'un des arguments qui pourrait leur parler, c'est qu'aujourd'hui l'agriculture est un problème pour les gaz à effet de serre, et émetteur en gaz à effet de serre, mais avec une agriculture agroécologique, et ben, l'agriculture pourrait être une solution au gaz à effet de serre. Et pour moi, c'est ça. Alors, pour combattre les gaz à effet de serre, on parle surtout du transport, de l'énergie, etc. Mais l'agriculture, c'est le levier qui aujourd'hui est un problème et demain pourrait être une solution. Donc voilà, c'est quelque chose qui me... Et oui, juste une dernière chose, pour les, dans la logique de compétition, moi je pense que la racine du problème, elle vient du système monétaire. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas que les agriculteurs qui sont exploités et enfin, du coup, on est dans une logique de compétition, d'exploitation, mais ça, c'est dans tous les domaines, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, on arrive au bout. Et c'est parce que l'argent se concentre vers ceux qui créent l'argent. Et je pense que les systèmes coopératifs, etc., c'est effectivement la direction dans laquelle il faut aller parce que ça nous permet de se préparer pour l'avenir, pour quand le système actuel va totalement s'effondrer. mais tant qu'on ne changera pas de système économique, on aura toujours les mêmes problèmes. Voilà. Enfin, je vais bien tenter de répondre. Alors, permaculture, de toute façon, il n'y a pas de cahier des charges établi pour la permaculture quand il s'agit de pratiques agricoles. Et effectivement, moi, je plaide. Oui, moi j'ai étudié Molinson et tout, Fukuoka, j'ai lu, j'ai l'histoire de la permaculture, tout le monde se l'approprie un peu à sa façon, mais à la limite, moi ça m'est un peu égal. Quand vous dites le design, moi je dis, il y a des formes d'agriculture qui relèvent plus ou moins de l'agroécologie, et le design dont vous parlez, c'est ça. C'est quel usage on fait de l'énergie solaire, quel usage on fait de l'azote de l'air, quel usage on fait de ça. Et à cet endroit-là, et tout n'est pas identique à la ferme du Bec et Loin, on est bien d'accord, et selon les lieux, on invente. C'est des innovations paysannes, c'est les paysans qui sont au pouvoir dans leur ferme, enfin pas toujours, mais l'idée c'est quand même bien celle-là, et qu'ils rebâtissent des systèmes adaptés à leurs conditions écologiques, économiques et sociales. Là je suis complètement d'accord, et je le dis un peu pour toutes les formes d'agriculture, y compris l'agriculture biologique, selon les lieux, elle doit améliorer son design, et si possible, c'est pas toujours facile, dans les vignes avec le cuivre et le soufre, mettre moins de fongicides, même naturels, c'est compliqué. Voilà. Alors juste pour l'effet de serre, je pense qu'il faut effectivement rémunérer les agriculteurs qui mettent en pratique des formes d'agriculture qui contribuent à s'adapter au dérèglement climatique et atténuer ce réchauffement et ce dérèglement. Et là, il y a 3 gaz concernés. Il y a le gaz carbonique, et c'est vrai que les gens qui font du zéro labour disent « nous, on oxyde moins le carbone du sol et il y a donc moins de CO2 dégagé ». Et je dirais qu'en France, la principale contribution, il y a quand même la combustion d'énergie fossile, les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, etc. Et c'est les labours qui sont le premier émetteur de CO2. Mais sachez qu'en France, où la friche reprend ses droits, où la forêt reprend ses droits, où les loups reviennent, figurez-vous que chez nous, la principale contribution aux émissions de gaz carbonique, c'est quand nous mangeons du soja importé du Brésil. Nous avons participé à la déforestation au Brésil. Donc parfois, notre contribution de la consommation à l'effet de serre, il a lieu une déforestation très lointaine, plus qu'en France. Le deuxième gaz, c'est évidemment le méthane. Et le méthane, c'est pas le cheval, c'est le ruminant. La rumination, la fermentation anaérobique, le rot des vaches émettent du méthane 28 fois plus réchauffant que le gaz carbonique. Par contre, il reste moins longtemps dans l'atmosphère, ça c'est quand même vrai. Et du coup, les questions légitimes, c'est est-ce qu'il nous faudrait réduire toutes les consommations de produits laitiers et de viande issus de ruminants? Question on ne peut plus légitime. Alors, évidemment, vous imaginez bien que la vache sacrée en Inde, premier producteur mondial de lait, production de lait par vache, 3 litres de lait. Au litre de lait, ça fait beaucoup de méthane. Et le ranch bio d'Argentine,
qui fait des kilomètres pour accroître son poids d'1 kilo de viande, pareil, ça rumine beaucoup pour très peu de viande. Mais en France, je dirais, il nous faut être très prudent. Je pense qu'il nous faut surtout plaider pour beaucoup moins d'élevage en surnombre en Bretagne et remettre les animaux sur la paille, que l'azote de l'urine rejoigne le carbone de la paille, que ça fasse du fumier et que ça fertilise le sol en humus, l'éponge dont vous parliez tout à l'heure, et moins d'algues vertes sur le littoral breton. Et éventuellement, moi je plaide pour qu'on remette de l'élevage dans le bassin parisien. Et là on me dit, ah ben monsieur le fumier, vous allez contribuer à faire en sorte que dans le bassin parisien, vous allez émettre plus de gaz à effet de serre, et donc voilà, le bassin parisien va... Ben non, faux. Je suis désolé, si vous remettez des prairies temporaires pour nourrir des brebis dans le bassin parisien, certes, il y a plus de méthane émis, 28 fois plus réchauffant que le gaz carbonique par unité de volume, mais la prairie temporaire où il y avait de la luzerne, elle a fertilisé le sol en azote par la voie biologique, qui fait que la betterave, le blé, qui viendra en rotation après, n'aura pas besoin d'engrais azotés de synthèse, donc moins d'émissions de protoxyde d'azote, le troisième gaz, 298 fois plus réchauffant que le gaz carbonique, et sachez que c'est, à égalité avec le méthane, l'une des principales contributions de l'agriculture française au réchauffement climatique. Mais du coup, quand on fait le calcul avec les effets collatéraux, et j'insiste, j'utilise votre question pour répondre un peu à ça, quand vous savez, on a tendance en France, quoi, c'est la compétitivité monétaire, on regarde la filière lait, filière viande, filière truc, et on regarde la plus compétitive. Quand on regarde la consommation d'énergie fossile, les agrocarburants, pareil, en termes énergétiques, pour fabriquer un agrodiesel, eh bien, combien d'énergie fossile a-t-on consommé depuis la mine de phosphate jusqu'à la production d'huile de colza? Et évidemment, on oublie le coût d'opportunité de l'huile de colza qui a servi à produire de l'agrodiesel, il ne sert plus à faire de la salade. Alors comment va-t-on faire pour produire de la salade? On va mettre un engrais azoté de synthèse sur la parcelle de colza d'à côté et émettre du protoxyde d'azote. Et on découvre à ce moment-là que ce n'est pas positif, le bilan c'est négatif. Ben, c'est pareil. Dans le bassin parisien, vous remettez des brebis, vous découvrez que la moindre consommation d'engrais azotés de synthèse pour une betterave, un blé qui a été en rotation avec la prairie compense très largement le surplus de méthane qui a été émis par nos brebis. Donc, juste pour vous dire que moi, mon rôle, c'est un peu ça, c'est d'expliquer pour le plus grand nombre que, attention, le mensonge des lobbies en face, souvent, c'est des mensonges par omission. Sur l'agrodiesel, on nous a trompés, sur l'éthanol, on nous a trompés, sur le fait que remettre des brebis dans le bassin parisien, ce serait émetteur, ce serait contribuable à l'accroissement du réchauffement climatique, on nous trompe. Il y a juste un débat aujourd'hui pour lequel je n'ai pas encore les calculs, mais j'ai juste une hypothèse, la méthanisation. Faites très gaffe, je crains qu'on est encore en train de nous tromper. Je n'ai pas les chiffres pour là, mais je subodore que c'est un peu la même chose. Désolé. Alors c'est vraiment la toute dernière et on répond rapidement parce que la table ronde d'après commence dans pas très longtemps, qu'on ait le temps de faire une petite pause. Donc Denis Marcia, consultant RSE, auditeur bilan carbone, vétérinaire de formation initiale. J'anime régulièrement des tables rondes au sein de l'élevage et encore cette semaine au sein de la filière laitière en Bretagne. Une des constatations qui ressort, c'est que nos discussions sont intéressantes, mais 90% des consommateurs continuent à vouloir du produit de basse qualité à bas prix. Donc, comment vous montez votre modèle économique pour rémunérer correctement l'éleveur, mais en même temps convaincre une large partie des consommateurs de consommer des produits bio, respectueux de l'environnement, etc. Donc est-ce que vous payez directement l'éleveur ou est-ce que l'éleveur est rétribué en partie par des produits qui sont plus onéreux à acheter? Ouais, je vous laisse la parole, mais vraiment hyper rapidement, et on peut poursuivre les échanges autour de la buvette. Il y aura une question sur le PAT. Ouais, mais si vous voulez bien autour de la buvette, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. On entend bien votre question et c'est la principale problématique, la problématique à laquelle on est confronté. Mais en fait, c'est là où il faut repenser le modèle complètement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas vouloir continuer à produire et à ne pas rémunérer les producteurs, avoir le prix le plus bas en permanence avec des pubs à la radio qui nous matraquent sur ça, et derrière avoir une volonté, une vraie transition écologique parce qu'on tend vers là. Et donc du coup, forcément le discours qu'on doit porter aussi, il se doit d'être novateur et dire qu'on est dans un tournant et que le tournant, il faut accompagner les agriculteurs
Alors pas forcément d'aides comme lesquelles actuellement elles sont faites, parce qu'on voit au bout de 30 ans d'aides publiques et d'aides européennes dans quel état est notre agriculture, et on se doit aussi d'installer demain des agriculteurs, on se doit aussi de préserver notre souveraineté alimentaire qui est si chère à notre ministre, et en disant cela, il faut aussi maintenir un tissu agricole hyper important. Et donc cette souveraineté alimentaire, quand on y croit réellement, on doit basculer aussi dans un modèle agricole complètement différent. Il reste encore en France des fermes de petite taille et de la taille moyenne qui sont transmissibles. Il reste encore en France des agriculteurs qui croient à l'agriculture et qui croient vers une transition, et il y a encore du chemin à faire, ça c'est sûr, auprès des consommateurs. Mais en soi, on doit embrayer ce tournant-là et impliquer une volonté à la fois publique, politique et de toutes les institutions pour tendre à une rémunération des producteurs. Autrement, vous savez très bien que c'est les COP, que c'est les privés, que c'est Bayer qui va acheter les terres, qui va acheter les vignobles, qui va continuer à maintenir les outils de production, et qu'il n'y aura plus d'agriculteurs en France. Donc à un moment donné, le volet politique et le volet engagé de l'agriculture, il prend justement part à ce moment-là avec ce genre de phrases et de constats que vous venez de faire. C'est à un moment donné, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut dans la souveraineté alimentaire de demain. Merci.